Cocorico, interview. Nous sommes de retour dans le Cocorico. Vous êtes bien sûr sur Life Radio 107.7 et nous sommes toujours en compagnie du président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, monsieur Marius Komoué, avec qui bien entendu nous parlons des actions de ce conseil, mais également on aboutira sur l'actualité en général. Alors Mayem, prochaine question. Oui, alors la prochaine question, c'est, nous avons donc eu droit à un beau cours d'histoire tout à l'heure. Une rétrospective sur les débuts du Conseil des droits des consommateurs. Mais aujourd'hui, quels sont les acquis en matière de droits des consommateurs ou en matière d'action qui ont permis de faire avancer justement les choses auprès de ces organisations et auprès des populations? Parce qu'on a tendance à dire qu'on ne sent pas bouger les organisations de défense des droits des consommateurs. En tout cas, c'est ce qu'on entend dire. Donc pour ce qui est dit ici n'est pas différent de ce qui est dit ailleurs. Quand vous allez en Europe, pour ceux qui prennent très régulièrement des billets d'avion, qui voyagent, qui vont en Asie, vous entendez, même vous, qui êtes journaliste et puis homme des médias, entendez-vous des associations de consommateurs paralysés des pays? On attend beaucoup de ces associations-là alors. Non, est-ce que vous entendez des associations de consommateurs en France marcher en Belgique, en Rome, en Italie, partout, en Espagne? Vous entendez plutôt les centrales syndicales. En France, vous entendez des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas des associations de consommateurs, c'est des centrales syndicales. Quand vous entendez des organisations d'agriculteurs manifester en barrant des voies et tout ça, ça n'a rien à voir avec une association de consommateurs. Une association de consommateurs n'est pas un club de vandales. Une association de consommateurs n'est pas un syndicat. Une association de consommateurs n'est pas, j'allais dire, une opposition d'un parti au pouvoir bis. Une association de consommateurs n'est pas un satellite. Voilà une structure satellitaire d'une organisation politique pour combattre un régime en place. Non du tout. Une association de consommateurs est un partenaire des pouvoirs publics. Vous voulez qu'on fasse votre bonheur. Vous voulez qu'on fasse votre... On apporte des politiques pour améliorer vos conditions de vie. Vous êtes donc consommateur des biens et services. L'État est vis-à-vis de vous prestataire. On dit bien, l'État travaille pour vous. Tous les ministres, tous les présidents du conseil d'administration, tous les directeurs généraux des sociétés d'État, toute l'administration, donc l'État et ses démembrements, les préfets, sous-préfets, tout ça sont au service des populations. L'administration publique est au service des consommateurs et des consommatrices. Alors, quand vous dites que vous attendez de l'administration publique, qui est le bras d'exécution des pouvoirs publics, vous attendez de cette administration qu'elle fasse votre bonheur, qu'elle mette en place des politiques dignes de ce nom qui tiennent compte des besoins essentiels des populations. Satisfaction, c'est-à-dire besoins essentiels, il faut que les populations aient accès à l'eau potable, aient accès à l'électricité à moindre coût, aient accès au téléphone, au gaz, et donc au bien-être des minimums, la santé, les centres de santé publique, construire des centres de santé publique. Il faut créer des cadres pour l'éducation des enfants. Et justement, quelles sont les actions ou les acquis? Non, j'arrivais. Donc, quand vous avez demandé tout ça, est-ce que c'est dans l'opposition pour l'obtenir? Vous n'êtes pas des opposants. Mais c'est sur la table de discussion. Vous n'êtes pas d'accord avec une politique exercée par l'État. Vous allez dire, c'est vos frères, c'est vos soeurs qui sont à la tête de certaines administrations. Donc, ils peuvent se tromper. Donc, quand ils se sont trompés et que vous voyez autre chose, vous portez à leur connaissance qu'en lieu et place de faire ci, vous auriez pu faire cela. Ou bien vous perdez de vue certains points essentiels de votre activité qui auraient dû améliorer mieux les conditions des populations. Bon, cela dit, les acquis sont énormes. Depuis la création de la première association de consommateurs dans les années 90 à ce jour, depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, quand vous allez payer vos factures d'électricité, vous ne vous arrêtez pas sous le soleil de plomb, comme par le passé, ou sous la pluie. Hier, il n'y avait pas d'abri quand les populations partaient payer leurs factures d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, nous avons exigé qu'il y ait des abris. Hier, parce que vous n'avez pas payé votre facture d'électricité, à la veille des week-ends, vous pouvez être susceptible d'être interrompu de fourniture d'électricité. Aujourd'hui, c'est formellement interdit à l'opérateur, des deux opérateurs, CIE, SODECI, d'interrompre la fourniture de l'électricité d'un citoyen pour non-paiement de facture
à la veille d'un week-end et des jours fériés. C'est interdit parce que si vous interrompez la fourniture d'électricité vendredi, samedi, dimanche, vous ne travaillez pas. Mais c'est une pénalité. Donc, pour une faute commise pour laquelle vous voulez le pénaliser, il subit 2 pénalités. La première pénalité, c'est l'interruption de sa fourniture d'électricité. La deuxième pénalité, ou troisième même, j'allais dire, c'est de l'empêcher de pouvoir aller régler sa facture. Attends. Dès lors que le samedi et dimanche, ça ne travaille pas. Donc, il subit les 2 jours encore et c'est vraiment inacceptable. Et donc, nous avons fait interdire tout ça. Au-delà de cet aspect, il y a le fait que, par le passé, l'OSER, l'Office de sécurité routière, prélevait, sinon exigeait, le paiement de 20 000 francs CFA pour un excès de vitesse. Un excès de vitesse en Côte d'Ivoire, c'est connu. Les taxes et les impôts que les Ivoiriens payent là, les contraventions que les Ivoiriens payent là, c'est pas une société fût-elle l'OSER de l'État qui peut l'imposer. Justement, le gouvernement commence à communiquer justement sur les différentes contraventions. Mais c'est tout ça est à notre avantage, justement. C'est le travail que nous abattons pour exiger, nous exigeons des pouvoirs publics, puisqu'ils ont des canaux de communication, de communiquer tout ce que nous réalisons avec eux. Et donc, dans le domaine des taxes, nous avons fait supprimer donc cette histoire de contravention de 20 000 francs qui ne répondait à rien parce qu'un excès de vitesse, c'est une contravention de 3e classe. L'amende, elle est d'ailleurs votée par les députés. Le décret d'application est signé par le président de la République avant de faire maintenant force de loi et être exécuté. Et donc, tant que ce n'est pas une décision votée à l'Assemblée nationale, toute amende, comme par exemple celle que imposait la SOTRA et que nous avons fait lever par le ministre des Transports, était illégale. Une police dite SOTRA, il n'existe pas, et je le répète toujours partout où de besoin, il n'existe pas pour nous de police SOTRA, il existe une police nationale. dont certains agents et officiers sont affectés à la SOTRA pour une meilleure régulation de la circulation des autobus. Mais ce ne sont pas des structures à part, dans une société à part. Alors, bien entendu, on a parlé de nombreux acquis, justement. En matière de lutte contre la vie chère également, vous constatez que dans le travail que nous menons régulièrement avec l'État, vous constaterez que des mesures ont été prises. Les prix des denrées alimentaires sont affichés tous les matins. Mais il n'y a pas que ça. Tout récemment, nous avons fait, avec la bonne perspective de Madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, nous sommes parvenus à amener le gouvernement, et elle plutôt est arrivée à amener le gouvernement à prendre des mesures d'interdiction de l'exportation du vivrier hors de nos frontières. La preuve aujourd'hui, depuis cette mesure a été prise, vous n'avez pas encore entendu que le vivrier coûte cher. Or, à la vérité, beaucoup des nôtres prennent notre vivrier et vont vendre pour gagner plus d'argent hors de nos pays, hors du pays. Et donc, on s'est rendu compte que la course effrénée au gain facile pour certains des nôtres font que le marché de la consommation au niveau local prenait un coup et engendrait des surcoûts. Et il fallait donc trouver la solution. Et la solution, grâce au Conseil national de lutte contre la vie chère, nous avons pu naturellement juguler cette situation. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous travaillons à ce que nous puissions véritablement nous-mêmes produire du riz. Et ça, c'est au cœur des préoccupations des organisations de consommateurs. Il faut que l'État arrive à créer les conditions de la production nationale pour notre propre consommation. En matière de riz, nous importons toute la grande majorité de notre consommation hors de nos pays. Mais comment vous pouvez concevoir qu'un pays comme la Thaïlande, la Chine, l'Inde, le Japon, et tous ces pays, Vietnam, c'est des pays à des années-lumière de développement de la Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez concevoir que les populations de là-bas, un Américain, un Chinois, il a des années-lumière de développement, le taux de développement de là-bas, humain, est trop large entre eux, l'écart est trop large entre eux et nous. Mais ces populations de ces pays développés travaillent la terre et viennent nourrir un pays pauvre, très endetté comme le nôtre, dont Dame Nature a gratifié l'ensemble du territoire national d'herbes fraîches, mais au-delà de bas-fonds. Sur l'ensemble du territoire, on peut produire du riz. Mais quelle est la politique nationale de production animale, de production rizicole?
Et pourtant, Houphouët-Boigny a donné le ton. Dans les années 70-80, nous avions la Soderie. Et chaque fois, nous le répétons, nos aînés qui gouvernent ce pays-là, à l'époque, eux, sur leur temps, quand ils partaient à l'école, on n'importait pas de riz. Nous produisons nous-mêmes ici et nous étions autosuffisants. Pareil pour le bétail. Aujourd'hui, tu vois le Niger, on voit le Burkina, le Mali. Mais c'est une incongruité que nous ne pouvons l'admettre. Comme un pays comme la Côte d'Ivoire qui a des herbes sur l'ensemble de son territoire national, qui a de l'eau à profiter. Nous sommes en pleine saison sèche, bientôt, saison des pluies. Nous sommes en pleine saison des pluies. Il continue de pleuvoir. Même en saison sèche, on avait la pluie. Mais le Niger, le Burkina, le Mali n'ont pas une bonne saison pluviométrique. Ils n'ont pas d'herbes fraîches sur l'ensemble de leur territoire national. Mais les bœufs et les moutons, là, ils broutent quoi? C'est des herbes. On n'est même pas... Il y a un ministère en charge des productions animales et des ressources halieutiques. Quelles sont les ressources halieutiques du pays? Quelle est la politique nationale de production animalière? Rien, zéro. Et pourtant, ce ministère existe bel et bien, perçoit des taxes et des impôts, fonctionne avec l'argent qui découle de nos poches et de nos porte-monnaies pour ne rien apporter au pays. D'accord. Alors, on rappelle, mesdames, messieurs, que nous sommes en compagnie. Et puis après, on dit la viande est chère. Mais la viande est chère. Tourne le dos à l'importation. Produis toi-même ta propre viande, produis ton propre poisson, et puis il faut te la couler douce. Et tu auras le prix que toi tu veux si tu produis chez toi. Alors, merci encore une fois à M. Marius. Comme on rappelle qu'il est le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. On a parlé de vivrier, on a parlé de riz, mais cet outil est également vital pour les populations ivoiriennes. Le 14 mars dernier, on a noté justement une interruption de la fourniture d'Internet en Côte d'Ivoire. Le gouvernement annonce donc à travers le ministre de la digitalisation. Nous avons noté que les services sont fonctionnels à 100% avec la capacité qui sont en cours et justement un bateau qui doit arriver en Côte d'Ivoire pour réparer cette rupture d'une section de la partie occidentale des câbles sous-marins. Alors, monsieur Marius Komoué, aujourd'hui, il y a véritablement un impact de cette coupure d'Internet durant ces quelques jours en Côte d'Ivoire, tant pour les citoyens, mais également pour les opérateurs économiques. Est-ce que vous avez justement eu une idée de cet impact de cette coupure? Et puis, qu'est-ce que les consommateurs doivent réclamer ou revendiquer auprès de ces opérateurs pour cette rupture? À souligner qu'un seul opérateur fonctionnait bien durant cette coupure et ça a mis un peu de temps pour réparer les autres, Internet sur les autres. Les actions que nous menons là, ce pas des actions après les avoir menées, nous venons dans les médias, sur les réseaux sociaux. On ne cherche pas à être gouvernant. On ne cherche aucun poste électif. La plupart des gens qui font ça là, ils visent des postes électifs. Quelles sont les actions que vous avez menées? Ces actions sont claires. Nous avons pu joindre Madame la directrice générale de l'ARTCI, l'organe de régulation du secteur des télécommunications. Absolument. Nous avons échangé pour comprendre ce qui se passe. Nous avons échangé avec les opérateurs. La pression sur les opérateurs a été telle que ils ont dû donc faire appel à des expertises extérieures. Donc, les compétences, parce que les compétences, pour la réparation de cet incident, n'existent pas au plan local. Donc, on a dû faire venir plus précisément des compétences françaises. Et c'est ces compétences françaises dont vous faites allusion avec ce bateau qui va travailler pour ramener les choses à leur juste proportion. N'empêche qu'il faut préciser que cette situation va durer un temps soit peu, au moins 2-3 semaines. Comme l'a annoncé le ministre. 3 semaines minimum. Mais au début, on nous parlait de 3 jours. Mais finalement, on se rend compte que la situation est plus sérieuse. Et donc, ça va prendre un petit temps. Non, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce que nous vivons là, ça impacte même les opérateurs eux-mêmes. Parce que l'opérateur, il perd beaucoup d'argent. Quand nous, on n'est pas connectés. Voilà, les opérateurs même, c'est eux-mêmes qui sont les plus impactés. Les entreprises qui fonctionnent avec le net, les chaînes de radio, de télévision qui fonctionnent, parce qu'il faut faire des appels, il faut mettre tout ce que vous faites en ligne. Et ça impacte tous les secteurs d'activité. Les entreprises, les grosses entreprises, tout le monde est impacté. Et surtout les opérateurs du secteur de la téléphonie et de l'Internet sont les plus gros perdants dans cette affaire. Donc pour eux-mêmes, ils urgent d'aller vite et régler la situation, sinon ils ne feront pas de chiffre d'affaires. Ils auront beaucoup de difficultés ce mois-là, en tout cas, à faire leur chiffre d'affaires parce que 2 semaines, 3 semaines d'inactivité véritable
ça a un impact énorme sur le secteur. Est-ce que certains opérateurs économiques vous ont contacté pour justement vous signifier donc les désagréments subis en tant qu'opérateur économique par cette rupture d'Internet? Mais dans les échanges que nous avons eus avec eux, de toutes les façons, ça saute à l'œil. C'est évident que c'est eux qui ont besoin plus d'Internet, c'est eux qui ont besoin que le réseau fonctionne convenablement pour faire des chiffres d'affaires. Donc, nous, population, nous sommes consommateurs de leurs prestations. Il n'en demeure pas moins que sans prestation véritable, il n'y a pas d'argent. C'est ça que je voulais expliquer. Oui. Sinon, dans les échanges que nous avons, et ça, il faut le préciser encore, moi, quand je vais, par exemple, en tout cas, ce qui me concerne, moi, Marius Komoé, quand je vais discuter avec un opérateur économique, je vais opposer les problèmes du consommateur, les droits et les devoirs du consommateur. Mais on entend par-ci, on entend par-là. Ah non, ils émergent avec les enseignes, ils prennent des pourboires avec tel ou tel. Bon, moi, je souhaiterais qu'au lieu de faire de telles affirmations, qui sont en fait des accusations non fondées, et alors qu'on ne fait même pas un début de preuve. Ah, j'ai vu M. Komoé avec tel opérateur, voilà les photos, voilà la vidéo. Mais si on dit on ne peut pas nous... Il ne faut pas dire ce que tu n'as pas vu. Tu accuses des gens, des gens qui ne nous connaissent même pas, qui ne nous ont jamais vus. Ils disent, tu es assis là-bas, tu ne sais même pas comment moi-même je vis. Et puis tu dis oui, c'est des corrompus. Alors, M. Marius Komoé, nous, c'est pas parce que l'État a augmenté l'électricité que Marius Komoé est corrompu. Pourquoi l'État a augmenté l'électricité? On en arrive. Voilà le problème. Pourquoi l'État a augmenté le carburant? C'est là que se trouve le fondement. Dès lors qu'on va vers là, on trouvera pourquoi les associations de consommateurs qui ont été invitées à la table de discussion n'ont pas élevé la voix. Sinon, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont fait des appels à des soulèvements populaires, pensant que les associations de consommateurs n'étaient pas capables. Ils ont recensé combien de personnes qui ont marché pour eux? Alors, on va parler justement de la fête de Tabaski et justement de la fête de Pâques qui approche. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a effectué une série de visites sur le terrain en vue de s'assurer de la disponibilité des stocks de produits de grande consommation. Alors, en tant que président de cette fêtière de consommateurs, est-ce que vous confirmez les propos du ministre qui rassure les consommateurs que tous les produits de grande consommation sont disponibles en abondance dans les marchés à des prix compétitifs? Oui, absolument. L'initiative du ministre est une tradition au sein de ce département ministériel. Il arrive à un moment de l'année où le ministre, à la veille des fêtes, à la veille des mois de pénitence, fasse le tour du marché de la consommation pour s'assurer que les produits qui rentrent en ligne de compte dans la rupture du mois de pénitence, des journées de pénitence, sont disponibles, dont le sucre, le lait et pas mal d'autres produits, le riz et tout ça. Bon, alors, c'est une tradition. Et le ministre Souleymane Diarra-Souba n'a pas voulu s'exclure de cette tradition et c'est à sa faveur. Et nous avons même été informés de cette opération. Mais comme nous ne sommes pas des cadres, encore moins des agents du ministère du Commerce, nous n'avons pas jugé utile de faire la promenade avec un ministre. Ce n'est pas notre rôle. On nous demande de défendre les droits des consommateurs, de porter les mécontentements des consommateurs. C'est ce que nous faisons. Et donc, à l'orée de ces fêtes, est-ce que vous je confirmez précise aujourd'hui? Que nous félicitons l'initiative du ministre parce que c'est lui qui est en charge de la politique nationale du commerce en Côte d'Ivoire. C'est à lui de s'assurer tous les jours que Dieu fait que les Ivoiriens disposent de produits et que ces produits sont accessibles à leur bourse. Voilà, on part tout de suite avec la pub et on revient pour la suite de cette interview. On parlera du déguerpissement à Abidjan et puis d'autres sujets d'actualité jusqu'à 9h. Nous sommes de retour donc dans cette interview. J'y arrive avec le président Marius Komoé. On parle justement des actions de défense des consommateurs ivoiriens, mais également de l'actualité. Et justement, parlant d'actualité, Monsieur Marius Komoé, il y a quelques jours, le gouvernement, en vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements dans le district autonome d'Abidjan, leur a proposé justement 5 mesures pour les soulager, notamment un soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA. Hier, nous étions dans ce même studio
avec Pulchérie Balé qui, selon elle, donc a jugé insuffisant ces mesures prises par le gouvernement. Vous, en tant que citoyen, que pensez-vous justement de cette action en faveur des personnes déguerpies? Même si le gouvernement donnait 100 millions à chacun des déguerpis, on dirait que c'est insuffisant. Toujours, il y aurait toujours quelqu'un pour dire que c'est insuffisant. C'est tout à fait normal. Et puis, je vais être assez clair. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà des gens qui ont été déguerpis, qui dorment sous des ponts et qui n'ont plus, qui ont tout perdu. Tout et tout perdu. Bon, le gouvernement se serait tu, n'aurait pas réagi du tout, malgré toutes nos protestations. Il y aurait eu quoi? Qui vous avez vu marcher, qui vous avez vu revendiquer, qui vous avez... Oh non. Donc, si le gouvernement, à la suite de la grogne populaire, a pris la mesure du possible et a jugé bon d'arrêter ces mesures en Conseil des ministres, ce qui veut dire qu'en présence et du Premier ministre et du Président de la République, devant qui étaient réunis l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, c'est une décision capitale. C'est parce que, justement, le gouvernement a compris qu'il y avait erreur. D'ailleurs, nous, ce qui nous a préoccupés, on ne pouvait pas concevoir, en tant que leader associatif dans le mouvement consomériste en Côte d'Ivoire, que notre gouvernement prenne nos taxes et nos impôts pour construire des maisons, pour des frères étrangers qui ont des difficultés dans leur pays et qui ont trouvé asile chez nous. Vous parlez des réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire. Bien entendu. L'État de Côte d'Ivoire a construit des maisons en dur. L'État de Côte d'Ivoire leur a affecté l'eau, l'électricité et même des écoles, des centres de santé. Et puis, dans notre propre pays, ceux qui ont permis, dont les taxes et impôts, ont permis à ce que nos frères étrangers aient les conditions qu'ils ont aujourd'hui au nord. On les met dehors à la belle étoile dans leur propre pays sans dédommagement. C'est inconcevable. C'est inacceptable au XXIe siècle de venir casser des maisons, des habitations des gens, quel que soit le lieu où ils sont installés, même si c'est des lieux à risque, sans penser d'abord à les caser. Ça a été une très grosse erreur. Et c'est cette erreur que le gouvernement a essayé de corriger, même si on aurait souhaité mieux. Il n'empêche de reconnaître que le gouvernement a déjà fait un premier pas. Les discussions, l'engagement citoyen qui est le nôtre doivent se poursuivre de sorte à glaner encore des lauriers pour ses parents. Mais je le répète encore, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Cette histoire nous rappelle la grève des Batous. C'est un roman qui traite de ce sujet où les autorités avaient décidé de renvoyer hors des rues justement les mendiants et autres personnes. Et justement, hier à Abidjan, nous avons appris que le commissariat du 35e arrondissement de la Riviera Palmeraie a commencé à interpeller plusieurs mendiants et vendeurs ambulants. Selon les informations reçues, le commissaire du 35e arrondissement était appuyé par le district 5 de la police et de la BAC qui ont également procédé à des destructions de fumoirs. Monsieur Marius Komoué, que pensez-vous de cette opération qui a cours en ce moment à Abidjan? Mais il faut bien que l'on comprenne une chose. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de mendiants. Et les mendiants pullulent nos rues, tant dans la capitale économique que dans toute la majeure partie de nos villes. Et pour la plupart, beaucoup sont ceux-mêmes de nos frères qui sont dans des pays limitrophes. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas aller m'asseoir dans un pays limitrophe pour faire la mendicité. Même si certains disent que la mendicité, est-ce que c'est un métier véritablement? Je ne le crois pas. Non, on ne va pas à l'école, on ne se forme pas pour être mendiant. C'est les circonstances de la vie. Mais je pense que le gouvernement, les textes de loi en Côte d'Ivoire interdisent la mendicité. Si ce n'est pas connu, il faut le rappeler. Et donc, ce que le 35e arrondissement a fait n'est que la suite logique de l'application de nos textes. Vous allez au Carrefour on parle également des vendeurs ambulants. Mais bien sûr, c'est pas normal, ça n'embellit pas une capitale comme Abidjan.
que nous voulons voir reluisante, que des mendiants traînent à tout point de rue, que des vendeurs ambulants sont à tous les grands carrefours, les grands axes routiers. C'est inacceptable dans la ville d'Abidjan, partout, à tous les points, que ce soit à la Riviera, aux deux plateaux, à Solibra, à Trècheville, au carrefour Solibra, ils sont partout. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut les dégager. Mais la rue n'est pas un lieu de commerce. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il faut que l'on retienne que la rue n'est pas un lieu de commerce. Vous avez des jeunes, et puis il y en a même des citoyens et des intellectuels qui disent, mais ils se débrouillent. Mais on ne se débrouille pas en mettant en jeu sa vie. Pourquoi eux, leurs enfants ne viennent pas se débrouiller dans la rue en vendant des sachets d'eau? La rue n'est pas un lieu de commerce, je le répète. Vendre dans la rue est formellement interdit en Côte d'Ivoire. Il faut créer les conditions du respect de nos textes que nous nous donnons. C'est pareil pour des textes comme par exemple fumer en milieu public, fumer, tenir le téléphone au volant, etc., etc. Il faut que les uns et les autres comprennent que, et je le répète encore à qui veut nous entendre, la rue n'est pas un lieu de commerce. Justement, dans le même ordre, le district autonome d'Abidjan a annoncé justement le parquage désordonné des animaux dans le district est désormais un lointain souvenir, puisque un espace de 25 hectares situé à Djamé est prévu justement pour parquer désormais tous les animaux dans le district autonome d'Abidjan. Cette opération arrive juste après celle du déguerpissement. Pensez-vous qu'elle a été justement étudiée, planifiée pour ne pas qu'on subisse également des préjudices? Pour nous qui sommes encore, qui avons vu la Côte d'Ivoire à un certain moment ou qui avons suivi, bien que jeunes, bien qu'enfants, mais à l'époque, d'abord dans les villages, il était interdit de laisser circuler, vagabonder les animaux domestiques. Cette forme, les bœufs, les moutons, c'était interdit dans les villages. Et en ville, c'était même plus grave. Mais aujourd'hui, même en pleine capitale, aller à Trècheville, aller à Koumassi, aller à Port-Boué, à Bobo, les bœufs, les moutons se promènent. Pour tout vous avouer, une fois même en voiture, j'ai dû m'arrêter pour attendre qu'ils passent. Et ben voilà. Parce que c'est inacceptable. On va faire comment? Nous voulons. Est-ce que pour ceux qui prennent l'avion, je le répète encore, et qui vont en Europe, est-ce qu'ils voient là-bas, là, les bœufs, les moutons traîner dans la rue? Vous voulez un pays développé et vous dites les gens se débrouillent. Monsieur Maurice, comment revenons à Abidjan pour parler Non, mais si nous voulons être une capitale digne de ce nom, une capitale, avant-hier, on a organisé la CAN. Absolument. Tous ceux qui sont venus, qui pensaient autrement de la Côte d'Ivoire, ont très vite déchanté. Surtout nos frères de la belle famille, nos frères camerounais. Quand ils sont venus, ils ont vu ce qu'ils ont vu à Abidjan. C'est eux-mêmes qui ont fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, voilà, donc il faut qu'on comprenne que si nous voulons garder le cap et évoluer dans cette logique, comme le gouvernement essaie d'amener les populations à y aller, mais avant, je vous le dis encore une fois, même verser l'eau usée dans la rue, c'est formellement interdit. Non, mais en tout cas, je crois que toutes ces opérations doivent avoir un visage humain, comme l'a préconisé le chef de l'État. Alors, on revient à Abidjan pour terminer justement cette interview. Ça sera en politique où le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a accepté d'être candidat de son parti politique. Et puis, à côté, le parti au pouvoir, où on entend de plus en plus de voix qui réclament que le président actuel rempile pour un autre mandat. Alors, l'un mis dans l'autre, Monsieur Maurice Komou, en tant que citoyen, en tant que président donc du Conseil national des organisations de consommateurs, que pensez-vous de cette offre politique? Rebelote. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Des hommes qui ont atteint plus de 80 ans, qui refusent de prendre leur retraite. Et quand on leur demande Non, soyez sérieux là. Non, je veux me reposer, mais vous me demandez de demandent là, ils vivent grâce à eux. Oui. Mais il ne faut pas prendre nos politiques en otage. Mais quand vous regardez un monsieur comme Laurent Gbagbo, quel combat n'a-t-il pas mené? Aujourd'hui, là, il doit rentrer dans... Il est dans l'histoire. Oui, au plan international, c'est pas au plan national. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire actuelle, il est dans l'histoire, au plan international. Ces deux hommes-là sont déjà connus au plan international. Ils ont tout prouvé dans le... Alassane continue d'ailleurs... Pardon, le président Alassane. Moi, je suis très respectueux. Son excellence, c'est notre voisin. Je suis très respectueux. Monsieur le président, bonjour. Je suis très respectueux. Absolument. Même si vous n'avez pas la langue dans... Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse demander
à un monsieur comme Laurent Gbagbo d'être candidat quand on sait... Il a déjà accepté. Oui, bien entendu, mais son parti le lui demande. Maintenant, est-ce qu'il est éligible? C'est une autre paire de donc, c'est pour ça que je vous dis, rebelote. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce que moi, j'aurais bien souhaité, c'est que le président Gbagbo a fait du président Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Sous la médiature de Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, à l'époque président de l'Afrique du Sud. Je voudrais bien que le président Ouattara, par une décision... Mais vous demandez en même temps que les deux partent se reposer. Oui, mais je le demande, mais tenez-vous bien, c'est la dernière confrontation. Oui. Si ça devrait exister, c'est la dernière confrontation entre les deux hommes. Après ça, il n'y aura plus de confrontation. Notre génération aussi doit avancer. Effectivement. Ils nous ont pris en otage et depuis lors, aucun de nous ne peut émerger. Parce que nos aînés sont là. Ils ne veulent pas partir à la retraite. Mais il faut bien... Moi, aujourd'hui, j'entends au PDCI, j'entends encore le nom de Bombay, Émile Constant Bombay. Mais vous savez, ces gens-là, depuis... Moi, mon village, là, à Niasué, à 25 km d'Abengourou, c'est Émile Constant Bombay qui l'a cassé. Et à l'époque, je n'étais pas né. Nous étions en 1968. Vous avez été dégarqué. Il était sous-préfet à Abengourou. Il a cassé mon village en 68. Pour rendre le village moderne. Nous sommes en 2024. Regardez l'âge que j'ai des enfants. Monsieur Bombay veut encore me diriger. Donc, pour tout comprendre, pour vous, Laurent Gbagbo et son Excellence Alassane Ouattara devraient justement remettre le tablier pour... Mais regardez partout dans les grandes démocraties. En Russie, Poutine est encore là. Vous voyez même un monsieur... Attention. Poutine, il est encore tout frais. Il est encore tout frais, tout pimpant. Oui. Contrairement à nos vieux là qui n'arrivent pas à vraiment tenir sur les jambes. Il y a des enjeux, mais il faut renouveler la classe politique. Je peux le dire, c'est pas à moi comme de désigner qui doit être candidat. Je donne mon simple avis en tant que citoyen. Okay. Mais il revient aux militants des partis politiques, mais surtout au Conseil constitutionnel de décider de qui doit être candidat. Mais comme nous savons que le président Gbagbo, il n'est pas en ce moment éligible, c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais souhaité que le président Ouattara lui aussi lui rende l'appareil en faisant de lui un candidat exceptionnel. Mais quel est votre souhait pour l'avenir politique justement de tous ces partis? Bon, à la vérité, ici en Afrique, les partis politiques nous mettent véritablement dans le dos au mur. Au lieu de construire un pays dans l'intérêt des populations, ils construisent un pays dans leurs propres intérêts. Je ne vais pas plus loin. Alors, on pourra l'affirmer loisiblement à notre invité. À l'exception du régime actuel qui a fait un bon qualitatif. Voilà. Bon, malgré notre énorme dette. Ça, c'est votre commentaire, M. Maurice Komo, président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Mayem, on peut loisiblement l'affirmer. Notre invité n'a pas la langue dans la poche. Mais en tout cas, on s'est bien délecté en tout cas de ce décryptage de l'actualité. Alors, le mot de fin, justement, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le Conseil national des organisations des consommateurs. Et comment vous saisir si Alors, besoin? le mouvement consommateur ivoirien a un leader, Marius Komoye. Et pourquoi? Parce que le leadership, ça ne s'invente pas. Voilà. La majorité de tous ceux qui se proclament à la tête d'organisations de consommateurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont passés par notre école. Nous les avons formés. Qu'ils s'appellent Kofi Jean-Baptiste, qu'ils s'appellent Alain Taï, qu'il s'appelle Essis Djimar, qu'il s'appelle Augustin Kwame. Tous ces jeunes-là, nous les avons eu sous notre coupole. Et donc, on ne peut pas venir nous dire qu'au moment où nous sommes encore dans le starting block, vous allez à la retraite aussi. Hein? Moi, bien entendu, nécessairement. Et d'ailleurs, c'est nos aînés là, justement, qui nous empêchent de laisser le mouvement pour nous préoccuper. Il faut leur donner l'exemple alors. Voilà, il faut bien qu'ils nous laissent évoluer et ne nous maintiennent pas dans notre position actuelle. Parce que tant qu'eux, ils sont là, nous sommes là pour toujours mener le combat. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir ce matin dans le Cocorico. Le franc-parler. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro du Cocorico. D'ici là, que Dieu nous garde.